Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la marina de Saint-Romuald qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec Steve Saint-Pierre qui nous présente sa magnifique voiture, une Chevrolet El Camino 1978. Restez là. Steve, tu possèdes une voiture plutôt d'exception. Oui. On pourrait dire un devant de voiture et un arrière de pick-up. Oui. C'est une El Camino de Chevrolet 1978. Oui. Et ça, c'est une voiture qui t'a vraiment touché dans ta vie. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton contexte quand tu étais plus jeune au niveau de l'automobile chez vous. Il y avait des gens qui étaient dans ce milieu-là. Bien, moi, toute jeunesse, là, oui, mon frère avait des autos de course. Puis le domaine de l'automobile, j'ai adopté ça à très jeune âge. J'ai eu du camionnage aussi. Mon grand-père avait une compagnie de camions. Fait que l'automobile puis l'odeur du gaz, c'est pas mal né là-dedans. Là. Je suis un grand passionné de ça. Tu connais ça. Il y avait une entreprise de camionnage, donc il y avait plusieurs camions pour faire du transport, j'imagine. Oui, oui. Là, la mécanique, tu tournes autour de la mécanique, mais ça t'attire pas vraiment. Moi, la mécanique, non, c'est quoi qui m'a pas trop attiré, mais l'esthétique puis la belle apparence, là, c'est de quoi que j'ai été le point fort dans ma vie. Là. Donc, c'est vraiment ça, de personnaliser ta voiture. Oui, surtout, il avait était tout le temps hors de l'ordinaire. Toutes les voitures que j'ai eues, là, ils ont eu une petite touche de moi. Là. Puis, la première fois que tu es rentré en contact avec ce modèle de voiture-là, tu avais 12 ans. Dans quelles circonstances? Bien, c'est ça. On avait une exposition de vieilles voitures à Rimouski, d'où ce que je viens. Puis, il y en avait deux, des voitures. Hein, je regarde ça, une auto avec une boîte de pick-up. Fait que là, je me suis informé au propriétaire. Puis là, il m'a dit, c'est ça, une Chevrolet El Camino, c'est né comme ça. Puis... Fait que là, avec les années, quand j'ai vu ça, je l'ai recroisé quelques fois. Puis là, la passion est venue de « c'est ce modèle-là que je veux ». Fait que déjà à 12 ans, tu te dis un jour, je vais en posséder une. Je vais posséder une El Camino. Tu étais tellement déterminé que ça n'a pas pris beaucoup d'années pour que tu en aies une. Bien, quand je l'ai eu, la première, j'avais 18-19 ans. Je l'ai acheté, puis je l'ai reculé dans le garage chez mon grand-père pour la restaurer. Puis là, le dossier n'a jamais fermé. Fait que j'ai revendu la voiture pour des pièces. OK, mais est-ce que tu as quand même, entre guillemets, taponné après avec? Oui, je l'ai travaillé, oui, j'ai fait du body dessus. J'étais un peu manuel. Le mécanique moins fort, mais body et tout, là, je me débrouille. Fait que j'ai restauré l'auto, mais avec les années, là, ça a pris quelques années, puis j'ai lâché le projet. Fait que je l'ai revendu pour les pièces. Donc, tu as pris de l'expérience, dans le fond. Oui, j'ai pris de l'expérience. Là, tu reportes ton projet à plus tard d'avoir exactement ton rêve. Oui. Pendant ce temps-là, j'imagine que la vie de tous les jours te rattrape. Là, la vie de tous les jours, les voitures sport, les petits tunings. J'ai fait beaucoup d'expositions dans notre coin du pays. Ici, à Québec, je ne montais pas souvent, mais à Rimouski, oui. J'ai eu une Geostorm GSI, j'avais personnalisé. J'ai eu un Chevrolet HHR que j'ai personnalisé aussi. Fait que je courais les expositions dans mon petit coin. Fait que ton but, dans le fond, c'était toujours de présenter la plus belle voiture personnalisée. Oui. Oui. À chaque fois que tu faisais de l'acquisition d'une voiture, oui. Ton but, c'était ça. C'est ça. Moi, ma passion, c'est ça, l'automobile, puis l'esthétique, la belle apparence. Mario, le pont de Québec a été conçu d'abord pour passer 2 passages de train. Il n'y avait pas de voiture au départ. Hein? Non, il n'y avait pas de voie pour les automobiles, mais c'était 2 voies ferroviaires. OK. Si bien, lorsque la construction a été terminée, le 3 décembre 1917, on a assisté au passage du premier train sur le pont.
Écoute, il y en a une couple qui devait être ses nerfs un petit peu. Un petit peu, il faudrait un certain courage. Alors, il y avait plusieurs dignitaires à bord du train, de la compagnie de chemin de fer, bien sûr, et puis une belle locomotive flambant neuve de marque Mikado, construite à Montréal à l'usine de Locomotive Work de Montréal. Alors, elle pesait 1500 tonnes et elle va passer avec 16 wagons attachés à elle. Ça a bien été. On a traversé le pont. À la sortie du pont, on a stationné ça là. Et on a même remis, lors de la cérémonie, 2 médailles de bravoure aux 2 plus anciens employés du chemin de fer. C'était risqué, hein? 2 médailles de bravoure aux plus anciens. Les autres, eux autres, ils n'ont pas eu peur, j'imagine, mais bref, ils n'ont pas eu de médaille de bravoure. Bon, ceci étant dit, lors du même événement, ici produit quelque chose, une anecdote, mais quand même qui aurait pu être des conséquences plus graves. On était à construire la route de l'autre côté, la voie ferrée. Il y avait il y avait déjà une grue qui était là. OK. Et puis, sous le pont, on était au début décembre, il y avait des glaces. Et il y avait un remorqueur, un druide, qui remorquait 3 bateaux construits pour le gouvernement canadien à cette époque. Et puis, les glaces ont fait échouer un des 3 bateaux et ça a éjecté, à ce moment-là, 3 marins, 3 matelots, je devrais dire, à l'eau. Et là, on entendait des cris venus du haut. Alors, l'opérateur de grue à cette époque-là, Patrick O'Brien, a eu la bonne idée d'activer son mât et de descendre un câble d'acier jusqu'à la base, jusque dans l'eau, finalement. Tu allé les chercher avec ça? Les 3 matelots ont pu s'agripper et il a pu les sortir de l'eau de cette façon-là. Ah, ouais. C'est des choses qui ne sont pas nécessairement dites, mais que quand on fouille, qu'on fait des recherches, mais on retrouve des petites perles comme ça dans la construction du pont de Québec. C'est ce qui fait la qualité d'une bonne recherche, Mario. Le plus important, effectivement. Merci. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Quelle est l'année de fondation de la revue Road & Track? « 1947. Road & Track est le plus vieux magazine américain. Son premier numéro est sorti en juin 1947. Car and Driver est lancé en 1955 et Motor Trend en 1949. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. L'événement phare de Voitures anciennes du Québec est son concours d'élégance qui se déroule à Chambly sur le majestueux site du Fort. Ce concours, organisé depuis 1993, est un incontournable. Depuis 2024, la formule a légèrement évolué. Le vendredi soir, nous faisons place à une rencontre de type Car and Coffee et le samedi, les voitures modifiées sont acceptées. Par contre, le dimanche, nous conservons la formule originale avec des voitures non modifiées et jugées selon les pointages par catégorie. Évidemment, les trophées sont remis aux gagnants de chaque classe à la fin de l'événement. Steve, le véhicule qui est devant nous, c'est ton rêve, un El Camino 1978. Explique-moi un peu son histoire. Bien, la voiture en tant que telle, là, quand je l'ai vue, il y a jeunesse, j'ai eu un coup de cœur, oui, au départ. Puis la voiture, je l'ai achetée il y a une quinzaine d'années. Le monsieur qui l'avait, lui, il l'a laissé à l'abandon un petit peu, là, les 2 dernières années qu'il l'avait. Mais moi, quand je l'ai repris, bien, je l'ai restauré à mon goût. J'ai donné de l'amour. J'ai donné de l'amour. J'ai fait plusieurs années les couleurs originales, qui étaient le body était noir et le bas était or dans cette année-là, en 78, le Super Sport. Fait que là, après ça, avec les années, bien, je l'ai mis à mon goût, je l'ai restauré. Tu l'as travaillé graduellement. Pendant combien d'années, à peu près, le projet? Bien, regarde, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai, mais j'en mets encore aujourd'hui, là, un petit peu par petit peu. Mais pour les étés que je roule avec, je rajoute quelques petites modifications tous les ans. Puis j'imagine que tu en finis une, puis il y en a un autre qui arrive dans ta tête. Ah, il y a toujours des projets. C'est comme ça. Oui. On va se concentrer un peu sur la mécanique. Oui. J'aimerais savoir, au niveau de la mécanique, quels sont les efforts que tu as faits pour rendre la mécanique encore plus performante? Bien, premièrement, lui, ce moteur-là, c'est un moteur Chevrolet 406, c'est un moteur qui est 400 qui a été retravaillé, qui avec un HP de 460. Mais la voiture est plus performante vu que c'est un petit body.
La mécanique avec le HP qu'il y a, ben, c'est plus fervent, là, puis c'est plus fouguant, là, on va dire. Mettons que tu me parlais aussi de 500 livres de couple moteur. Oui, c'est ça. Ça déménage. Ça déménage. Puis en plus, l'arrière de El Camino, c'est une boîte de pick-up. Fait que c'est léger. Fait que ça vire de sourd facilement. OK, Steve, à l'extérieur de la voiture, beaucoup de changements. Oui. La carrosserie. On dirait que la peinture est vraiment incroyable, qu'elle est magnifique. Le pigment ressort, c'est de toute beauté, mais c'est pas de la peinture. C'est pas de la peinture, c'est du vinyle autocollant. Ils appellent ça, en termes, là, du wrap. C'est un vinyle qu'on applique sur le body, puis on peut habiller une voiture au complet. Ça, c'est toi qui le fais parce que c'est ton métier. Oui, moi, je fais ça. Je suis lettreur depuis 25 ans. Puis le wrap du vinyle autocollant comme ça fait une quinzaine d'années que j'installe ça. Fait que quand je me suis dit, je serais dû peut-être pour rafraîchir ma peinture, vu qu'il y a eu des petits avaries, mais je vais le wrapper. Fait que j'ai fait au total en vinyle autocollant. Puis Steve, tu as fait également d'autres modifications extérieures. Toi. Oui, bien, j'ai changé le capot avec ils appellent ça un cool induction. C'est la prise d'air pour que le carburateur prenne l'air plus fraîche. Donc, l'air frais, plus de performance. Oui. Puis plus de facilité à aller chercher son air aussi. Aussi, OK. oui. Tantôt, on va se promener dans la voiture, on va parler un peu de l'intérieur parce que c'est original de A à Z. Ouais. Mais j'aimerais qu'on se déplace vers des choses qu'on voit jamais dans la vie. Il y a comme des accessoires qui viennent avec la voiture, puis c'est très original. Viens me montrer ça. Ouais. C'est des petits projets que je fais. Je suis un peu habile de mes mains, oui. Puis ça, c'est un vieux vélo chopper qui était en vente dans le temps, dans les Kansas Tower, les Sears. Puis je l'ai modifié électrique. J'ai mis une batterie, j'ai mis un petit moteur électrique. Fait que ça, c'est un petit accessoire. T'es vraiment habile. Puis le lettreur, bien sûr. Le lettreur, c'est tout le lettrage des stripes. J'aime beaucoup le nom aussi. Le Hell Chopper. Ça fit au bout. Oui. C'est bon, ça. Elle va avoir d'autres choses en arrière. Ah ouais, On y va. Là, tu as fait une remorque. Oui. On a devant de Chevrolet Malibu 79, hein? 79, celui-là. Bon, je t'ai tout reconfiguré, le Malibu, tu l'as coupé. Explique-moi ce que tu as fait en Bien, gros. au départ, c'était un El Camino. C'est un vrai El Camino que j'ai trouvé, qui était délabré. Fait que lui, je l'ai coupé en l'arrière de la porte, puis j'ai coupé le L. Je l'ai raccourci de 8 pieds. Je refais un frame en acier là, pour que ça soit plus solide. Fait que t'as ton châssis à toi, là. Oui, un châssis pour la remorque. L'intérieur, tout ça, c'est toi qui as conçu ça aussi. Oui, tout est fait là, par moi-même. Écoute, on ne se limite pas à ça, là. Il y a quand même d'autres choses. Tu as une suspension Oui. à l'air J'ai là-dessus. une suspension à air parce que j'ai le petit go-kart aussi que j'ai fabriqué. Fait que quand je veux le sortir, bien, je baisse la suspension. Puis ça travaille très bien. Oui. Puis chez toi, Oui. il y a encore des objets qui viennent en lien avec la voiture. Tu as développé d'autres choses vraiment créatives. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Bien, il y a le Hell Camino, on se comprend. Il y a le Hell Trailer. Il y a le Hell Cart Mino. Mais aussi, il y a le Hell Barbecue qui est en construction. Il y a le Hell Divan aussi. C'est l'arrière de Hell Camino que j'ai coupé, encore délabré, qui n'était pas bon pour aller sur la route. Puis j'ai fait un divan qui est tout mécanique. Et quand on l'ouvre, on peut s'asseoir dedans, l'arrière du El Camino. Elle va faire un tour ensemble? On va aller Hell n'importe où! On y va! Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le Conseil du Pro, on va parler du distributeur et des pointes. Ça a l'air d'un bon cornet à crème glacée, mais ça doit bien servir à quelque chose, cette affaire-là. On va se dépêcher avant qu'il fonde, mais oui, ça sert à quelque chose. Évidemment, le distributeur porte un mot de distribution et c'est lui qui s'occupe, c'est le cerveau électrique au niveau de l'allumage pour ce qui est du moteur. On voit que cette pièce-là tourne, on installe le rotor là-dessus et le câble distributeur par-dessus, mais en dessous, on a les fameuses pointes, les mal-aimées pointes. On en reparlera un petit peu plus tard. Ici, on a l'avance au vacuum et puis l'avance centrifuge. L'avance centrifuge, c'est assez facile à provoquer pour que tout le monde puisse le voir. L'avance centrifuge et vacuum se combinent pour avancer le point d'allumage de plus en plus tôt avant que le piston monte en haut. On en a besoin pour un bon fonctionnement. Pour ce qui est des pointes, ces pointes, les mal-aimées, sont juste pourtant un simple
interrupteurs on-off, on va dire ça comme ça. Mais il faut absolument faire attention quand on installe les pointes, c'est de les installer correctement, de vérifier l'alignement des petites pastilles qu'on voit ici, parce qu'on arrive souvent avec des pointes neuves qui sont mal alignées, sont croches. Puis comme celle-ci, qui est flambant neuve, qu'on ne posera jamais, bien, la pièce, elle bouge tellement qu'on pourrait... C'est pas fiable. Mais le principe qui est détesté par beaucoup de gens, le principe, lui, fonctionne très, très bien. Merci beaucoup, André. Plaisir. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Qui a inventé le pneu à air, dit pneumatique? Réponse B. John Boyd Dunlop dépose le brevet du pneu à air avec valve le 7 décembre 1888 pour des pneus de bicyclette. En 1948, l'Amérique sort de la Seconde Guerre mondiale et cherche à redéfinir son avenir. C'est dans ce contexte que la Chevrolet Fleetmaster s'impose comme la voiture du peuple. Accessible, fiable et élégante, elle symbolise le retour à la normalité pour des millions d'Américains. Avec son moteur 6 cylindres en ligne et sa transmission manuelle à 3 vitesses, la Fleetmaster n'était pas seulement robuste, mais aussi facile à entretenir. Son design classique, avec ses courbes généreuses et sa calandre chromée, offre une touche de sophistication sans excès. Elle devient vite le véhicule préféré des familles, parfait pour les longs trajets ou les promenades du dimanche. Accompagné de Martin Fréchette de Lumi-Design, un partenaire de longue date avec Passion Tour Rétro. Bonjour, Eric. Ça va bien? Oui, super, toi? Oui. Good. Aujourd'hui, on va parler de voitures antiques, Oui. bien sûr. Écoute, j'aimerais que tu parles un petit peu des produits que tu peux offrir pour une personne qui collectionne une voiture. Exemple, la voiture qui est en arrière de nous. Et ces bancs sont usés par le soleil, le cuir est brisé. Tu as des solutions pour régler ces problèmes. Naturellement, on va commencer par un rendez-vous pour commencer à regarder le projet, de quelle façon qu'on va procéder naturellement. Comme je dis tout le temps, on peut y aller avec la restauration ou la fabrication à neuf. Une reconstruction. Une reconstruction à neuf. On préfère vraiment y aller dans la reconstruction à neuf parce que les vinyles qui ont de l'âge, ben si on les restaure, ben quelques années après, ben, ils peuvent se mettre à craquer. Fait que quand on fait des bancs, on veut les faire une fois pour de bon. Alors, on va travailler dans le neuf à ce moment-là. On va travailler avec des vinyles marins de haute qualité. Et c'est bon pour vinyle et cuir, ça. Oui, effectivement. Encore plus pour le cuir, je dirais, parce que le cuir, ça demande tellement d'attention, tellement d'entretien pour pas que ça craque, que bien souvent, on va finir avec du vinyle marin de haute qualité, parce qu'avec le cuir, ça finit qu'on a des problèmes à ce moment-là. Ça a l'air simple, un siège, lorsqu'on s'assoit, mais lorsqu'on reconstruit un siège, c'est pas une mince tâche. Non, effectivement, ça demande quand même une expertise assez avancée, parce qu'on va travailler avec les bourrages, on va travailler avec les fonds, on peut avoir des springs qui sont défectueux, on va avoir la reconstruction de frame à refaire. C'est pas évident dans certains cas, là. Pour les selleries de porte, c'est la même chose, la même règle? La même règle, on va travailler sur patronage. Les portières, souvent, on va changer les fonds parce que c'est des fonds de carton, sont ondulés. On va retravailler avec du petit bois, du merisier russe qui prend pas l'humidité pour refaire des beaux panneaux de porte ou des panneaux en acrylique. Dans le fond, on les fait supérieurs à la qualité de fabrication Exactement. originale. Comme toute restauration automobile qu'on fait, bien souvent, la voiture est beaucoup mieux qu'à l'état original. Si j'ai un hot rod, par exemple, j'ai un hot rod, puis j'ai un projet avec toi, en ce moment-là, je vais arriver avec mon projet, tu vas nous conseiller des différents matériaux, tu vas nous conseiller de différentes manières. Oui, exactement. Tout dépendant du client, comment est-ce qu'il voit son projet. On y va-tu plus dans l'original, plus dans le puriste, ou si on y va dans le resto mode, qui est dans l'extrême de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'arrêtent, comme on dit. Ça va avec les budgets des clients pour faire ce genre de projet-là. Bon, maintenant, si aussi j'ai une moto, par exemple, et que la selle n'est pas à la bonne hauteur, c'est une correction aussi que tu peux apporter. Oui, c'est quelque chose que je fais. J'ai quand même un gros client à Québec qui est un concessionnaire de véhicules neufs que je vais modifier les bancs de moto flambant neufs, soit que descendre la selle ou la monter un petit peu, que ce soit un changement de couleur de housse pour l'adapter à la moto avec les couleurs de la moto. Je fais tout ça. Même chose pour ce qui est des bancs de motoneige. Même chose pour ce qui est du côté marin.
Parfait. Un autre exemple qu'on a ici devant les yeux, tu peux même adapter, par exemple, un banc pour bébé à la sellerie générale de la voiture. Exactement. Je peux avoir un client que pour la petite famille, il veut que la sellerie pour les jeunes soit comme la sellerie dans le véhicule. Je vais faire la confection de ce que le client va avoir naturellement. Bien, écoute, on voit ici aussi que les choix de matériaux, il y en a plusieurs types. Il y a plusieurs types de matériaux, effectivement. Donc, grossièrement, j'arrive avec mon projet, tu nous présentes les possibilités, tu dis comment que tu vas le faire, puis à ce moment-là, bien, le client donne son projet, puis tu le réalises. Puis j'imagine, au niveau du service, c'est un service de proximité que tu donnes. Oui, j'ai un service de proximité très personnalisé à mes clients. Les clientèles adorent la façon que je travaille avec eux autres, parce que même en cours de projet, on peut déroger un petit peu si on n'est pas trop avancé dans le projet. On peut reculer sur certaines choses. Le client, là, il est plus sûr. Si on n'est pas trop avancé, je vais acquiescer à la demande du client, si possible, naturellement. Bien, merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir. Et je prendrai un petit 10 secondes pour remercier toute l'équipe de Passion Auto Rétro, ainsi qu'à Télémag, la production, la réalisation. J'adore travailler avec vous. C'est un réel plaisir. Un gros merci, Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Rembourrage Lumi Design. Steve, au niveau de l'aménagement intérieur, tu as fait beaucoup pour la voiture. On va commencer par le bloc instrument. Tu as modifié des choses. Là. Oui, bien, j'ai changé tous les compteurs. J'ai mis ça un peu plus moderne. Je l'ai personnalisé aussi avec les jauges que je voulais avoir, là, pression d'huile et tout. Ça donne un très beau look en passant. Tu as aussi une console au centre. Oui, la console. Bon, dire ce que je vois là. Je vois Horn Compressor. Oui, le compresseur du système de klaxon. OK, parfait. Il y a un autre bouton qui est Horn après, à côté, c'est bien Oui. ça? Lui, c'est le plus fort. Là. Lui, quand on l'actionne, il fait vraiment un bruit de train. OK, un gros bruit. Peux-tu l'essayer? Bien là, il n'est pas en fonction. OK, pas de problème. Regarde aussi ta Red Line. Oui, des lumières à l'intérieur qui allument rouge au pied. Tout l'éclairage intérieur, un peu la moderne, comme on voit avec du LED. Oui. Puis Fog Light, c'est la brume. Puis celui que je me pose beaucoup de questions, là, c'est le bouton Eject. Ça sert à quoi, ça? Si le passager ou la passagère n'est pas trop... je pèse sur le piton Eject. Écoute, je vais être bien gentil avec toi, OK? Oui. Ils n'ont pas besoin d'y toucher. Les sièges aussi, sérieusement, c'est des sièges excellents, de type sportif, bon soutien latéral, lombaire. Toi, c'est-tu toi un peu qui les a dessinés? Non, ben moi, je les ai achetés faits, mais je les ai fait mettre la couleur personnalisée à mon intérieur. Là, OK. Les doublures de porte pour la même chose. Oui. Au niveau de ta transmission, on a parlé rapidement tantôt. C'est une transmission haute performance? Oui, c'est haute performance, mais aussi à 4 vitesses, fait que automatique. Fait que ça me donne l'occasion aussi de faire de la route, puis que le moteur a moins de révolution. OK, c'est comme ça sert à ça. Oui. J'ai une petite question encore, un peu discrète. Ta plaque arrière, c'est marqué Dino. Pourquoi exactement? Bien, Dino, c'est mon surnom depuis l'âge de... J'avais 14-15 ans. Mon frère, j'étais tout le temps avec lui dans les remorqueuses. On avait des remorqueuses. OK. Puis à chaque fois qu'on était appelé sur un call, bien, mon frère m'appelait « Viens-t'en, Dino, viens-t'en! » Fait que je le suivais, puis il m'avait donné ce surnom-là, ça a collé. Depuis ce temps-là, j'ai mon... Fait que tes chums t'appellent Dino. Oui, c'est mon surnom depuis tout le long. Oui. On parle un peu du modèle. C'est un modèle qui a existé pendant plusieurs années, hein? Oui, ça a commencé en 1959. Oui. Puis ils ont arrêté d'en fabriquer en 1986 et ils l'ont vendu jusqu'en 87. Jusqu'en 1987? 1987. Quand même, c'est plusieurs années. Je pense qu'il y a eu 4 années qu'il n'a peut-être pas eu pendant toute cette période-là. Oui, 61, 62, 63, là, dans ces années-là, ils n'ont pas fabriqué. Son concurrent, Ford, lui, avait imaginé un peu la même chose, mais 2 ans avant, le Ranchero de Ford, c'est bien ça? Oui, le Ranchero. Il était moins populaire, mais oui, ils l'ont fait un peu dans les mêmes genres. Là. Mais ils ne l'ont pas tenu aussi longtemps. Je pense qu'ils ne l'ont pas aussi bien promotionné non plus. Oui, ils ne l'ont pas trop promotionné. On n'a pas vu aussi, là, comme lui, le El Camino, il y a 5 générations, fait qu'il a duré longtemps. Tandis que le Ranchero, bien, il y a quelques années. Pour le design de ta voiture, en faisant des recherches, j'ai trouvé que déjà, Ford, en 1934, avait déjà conçu une voiture qui s'inspirait un peu du principe. J'ai vu également que GM en 1935, il y a Studebaker en 1937
qui ont quand même fait une voiture avec un design semblable à celui-là. Ça a comme tracé, mais ça a comme pas duré. Donc, vraiment, la renaissance de ce concept-là s'est faite à la fin des années 50. Il y a ça. Puis aussi, le El Camino, lui, c'est, on pourrait dire, les American Farmers. Dans le temps, eux, la semaine, ils travaillaient avec le véhicule. Fait qu'il y avait une boîte pour mettre des bottes de foin, les slés à chevaux. Mais la fin de semaine, ils pouvaient sortir avec les madames puis aller prendre une petite bière au saloon ou au bar. Et on se le disait tantôt, c'est quand même la voiture parfaite pour les lettreurs également dans le métier. C'est un métier que toi, tu exerces depuis plusieurs années? Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le lettrage autocollant. Et le véhicule, oui, il me servait, il peut me servir à transporter des choses, mais pour l'occasion, bien, je ne transporte rien. Mais oui, c'est pratique pour un ouvrier, on pourrait dire. Absolument. Steve, en terminant, peux-tu nous mettre un petit peu de son? Tu penses qu'on a l'option d'en mettre plus? Oui. Ah, on va prendre quelques secondes pour l'écouter. Wow, super. Hey Steve, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. C'était super intéressant. Merci. Vraiment intéressant. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. Eh bien, c'est Éric Fortier au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. On est parti! Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.